générale. La générale. La générale. Plaisir de vous retrouver en belle forme et de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la générale de l'information au sommaire de cette édition. Les Béninois ont les regards tournés depuis ce matin vers la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme abrite ce mardi l'audition de Olivier Bokor et Oswald Omeki dans le cadre d'une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Quelles sont les nouvelles en provenance de la Criette? On parlera justice dans cette édition. Pendant ce temps, les logements sociaux construits à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi par le gouvernement, seront bientôt intégrés. Le porte-parole de l'exécutif lève un coin de voile sur les conditions d'accès à ces logements modernes en fin de construction. Suivez les détails de Wilfried Léandre Rungweji dans ce 19h. Et puis, il est proscrit de faire recours à des tiges coton ou des plumes d'oiseaux quand on a les oreilles qui démangent. Ce sont les conseils de Dr Michael Viegbe, l'orthophoniste, évoque dans cette édition les précautions à prendre pour éviter la surdité. Vous suivrez bien d'autres actualités, les nouvelles sportives, celles d'ailleurs. Et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale, c'est la charpente de l'édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans la générale de l'information. La générale. Socrate d'Antodé assure la mise en onde de cette édition. La communauté mondiale célèbre chaque 30 septembre la journée des sourds, une initiative des Nations Unies qui vise à sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et de la langue des signes. Selon les spécialistes, la surdité est un état pathologique de l'audition caractérisé par une perte partielle ou totale de la perception des sons. Le constat révèle que les personnes qui souffrent de déficience auditive subissent souvent un traitement discriminatoire. Suivant le témoignage de Emmanuel, un sourd qui partage son expérience dans la vie de tous les jours. Il explique comment il est devenu sourd. Je suis devenu sourd à l'âge de 11 ans. Quand j'étais en classe de CM1, je suis la seule personne sourde de ma famille. Je suis en année de licence en pédagogie à l'université d'Abomey-Calavi. Je pense aller jusqu'au doctorat. Le regard de la société sur la surdité, je ne l'apprécie vraiment pas et je sais chaque jour que Dieu fait de changer cela par mon comportement, par mes actions. Je ne suis pas totalement intégré car chaque jour je fais face à plusieurs obstacles, à des préjugés. Les obstacles que j'ai rencontrés sont toujours d'ordre financier et aussi la communication. La surdité est le seul handicap qui touche la communication. Donc c'est un peu difficile d'avoir accès au marché de l'emploi. Nous n'avons pas toujours les mêmes chances ni les mêmes opportunités avec les autres personnes parce que nous avons des problèmes de communication. C'est dans les services. Avec mes proches, je communique. Je fais la communication totale. Parfois, je fais la lecture labiale. J'écris. Je fais les mimiques. Et je signe aussi. Il y a beaucoup d'autres moyens que j'utilise pour me faire comprendre. Donc, en tant que personne sourde, je suis obligé d'utiliser la communication totale. La surdité peut être classée selon le degré de perte de l'ouïe et selon la localisation de l'atteinte. L'apprentissage de la langue des signes et l'aide à l'apprentissage de la langue orale par diverses méthodes de rééducation et compléments à la lecture labiale sont des méthodes validées ayant des avantages pour la compréhension des apprenants. Suivant, pour plus de précision, Paul Agboidou, il est professeur de français et espagnol au Centre des sourds et malentendants à Porto Novo. Il explique la stratégie pour faire passer bien entendu les messages. Où j'interviens, c'est un collège inclusif, c'est-à-dire un collège qui accueille sur un même banc un enfant sourd et un enfant entendant. Il y a 3 modes d'enseignement. Premièrement, il y a des classes où vous verrez un seul enseignant qui parle comme je parle actuellement et qui fait en même temps les signes. Ce sont des enseignants qui ont déjà la maîtrise de la langue des signes. Ceux-là n'ont pas besoin d'interpréter, mais ceux-là sont très rares sur le marché. Alors, il y a des classes où vous aurez 2 enseignants qui évoluent en binôme, c'est-à-dire un enseignant
enseignant sourd et un enseignant entendant. Alors les deux préparent les fiches ensemble et dans la classe, l'enseignant sourd lui s'occupe des apprenants sourds et l'enseignant entendant lui prend en charge les enseignants et les enfants entendants. La troisième méthode, surtout dans les grandes classes au collège, il y a un seul professeur qui accompagne des interprètes. De façon générale, les apprenants sourds comprennent à retardement. Chez nous, par exemple, en dehors des classes, nous avons des heures de TD les soirs à partir de 19 et nous faisons appel à d'autres professeurs, à d'autres enseignants qui viennent reprendre ce qui a été vu le matin de façon beaucoup plus explicite, avec même des vidéos, avec tout ce qui est visuel pour que l'apprenant comprenne. Il faut préciser à ce même sujet que de nombreux patients sont reçus au niveau des formations sanitaires du Bénin et qui présentent des difficultés d'audition. Le bruit est l'une des principales causes de déficience auditive et d'autres affections telles que les otites, l'oreillon mal soyé, le vieillissement et même l'accumulation de cérumen. En termes de précaution, nous devons éviter d'agresser nos oreilles ou les conduits auditifs, l'utilisation régulière de tiges coton, des plumes d'oiseaux ou tout autre objet pointu est proscrite. Suivez ici les propos de Dr Michael Viegbe, orthophoniste au CHUD Borgou. En termes de prévention, nous allons simplement demander d'abord aux parents de surveiller les enfants. Et l'oreille se nettoie d'elle-même. Ce n'est pas bien qu'on introduise chaque fois des objets étrangers dans les oreilles. Ce n'est pas bien de le faire parce que le risque de perforer le tympan est vraiment élevé. En termes de prévention également, il faut soigner les infections et correctement les infections relatives aux oreilles. Toujours en termes de prévention, il faut surveiller et traiter efficacement la grippe chez les enfants, c'est-à-dire les enfants qui font très souvent et régulièrement et la grippe. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça, parce que tous ces éléments-là, si c'est mal fait, ça perturbe l'oreille chez l'enfant ou chez les enfants. La restauration de l'audition est souvent très difficile. Les médecins ORL apportent un soulagement aux patients lorsqu'il s'agit d'une légère déficience. Les nerfs auditifs sont facilement atteints sous le poids de l'âge et les bruits abîment voire détruisent les cellules auditives. Suivez les conseils de l'orthophoniste Michael Viegbe. Conseil, nous pouvons simplement demander aux parents de prendre soin des oreilles, de ne rien introduire dans les oreilles. Voilà, de ne rien introduire dans les oreilles. Et quand il y a souci au niveau du bébé ou de l'enfant par rapport à la grippe répétée, là, il faut vraiment aller à l'hôpital. Il ne faut pas rester à la maison, aller à l'hôpital chez les médecins ORL pour les soins efficaces. De l'autre côté également, ceux qui travaillent dans les entreprises où il y a assez de bruit, il faut qu'ils portent leur casque. Quand ils portent leur casque, l'intensité du bruit sera vraiment presque neutralisée avec le casque porté. Sinon, à la longue, ils vont perdre leur audition. Ceux qui utilisent les écouteurs également doivent véritablement cesser de mettre le volume de leur appareil qui produit la musique ou bien leur casque qu'ils mettent pour écouter la musique. Ils doivent vraiment contrôler l'intensité du volume de leur appareil et éviter de se donner chaque fois et toutes les fois au port de cet appareil-là. Sinon, ils risquent de perdre progressivement leur capacité d'audition. Dans un autre registre, depuis 2019, le mois d'octobre au Bénin marque la promotion de la fierté nationale et de l'innovation. Il s'agit du mois du consommant local qui est une initiative portée par les ministres de l'UEMOA en charge du commerce. Cette année, l'initiative est à sa 5e édition et démarre ce 1er octobre 2024. L'objectif poursuivi à travers cette ambition est de susciter des changements dans les habitudes de consommation des populations. Le mois du consommant local est aussi une occasion de promouvoir la transformation locale, d'augmenter la part de marché des produits locaux et d'améliorer leur image. Mais qui est-ce qui a réellement changé depuis la première édition de cette initiative? Sur la question, Robin Akombesi, président de l'association La Voix des consommateurs et du réseau des associations de consommateurs des services financiers de l'UEMOA,
pense que les résultats évoluent, mais il reste beaucoup à faire, selon ce dernier que je vous invite à suivre. On était déjà en train d'obtenir des résultats, même si c'était lent. Et ces résultats continuent jusqu'à la date d'aujourd'hui, même s'il y a certains boulots d'étranglement, des freins qui n'ont pas permis à ces consommations que nous menions de donner davantage du résultat. Donc ça évolue, mais pas au rythme que ça aurait pu suivre normalement. Il faut prendre globalement la question du marketing par rapport au consommation local. Il y a d'abord les 5 P. Les 5 P, je vais commencer par le prix des produits. Aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat des Béninois qui est agressé de toutes parts, il faut reconnaître que même si les gens ont envie d'acheter, ce n'est pas évident. Deuxièmement, il y a la question du produit lui-même. La qualité, elle s'améliore, mais les gens continuent d'avoir quelques réticences parce que on a besoin que les produits soient greffés d'un sceau de l'État qui confirme que les produits sont de bonne qualité. Ça fait des certificats d'enregistrement ou bien l'autorisation de mise sur le marché. Or, l'obtention de cette AMM est chère. Donc, ce n'est pas évident pour les producteurs de pouvoir l'obtenir. Si les résultats escomptés à travers cette initiative ne sont pas encore totalement atteints, Robert Akrombesi pense que cela pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Il s'agit, selon le président de l'association La Voix des consommateurs, de l'individualisme constaté chez les acteurs locaux, mais aussi du privilège accordé aux produits étrangers. Robin Akrombesi rassure néanmoins que des actions sont menées pour corriger le tir. On écoute le président de l'association La Voix des consommateurs. Il y a la question positionnement. Aujourd'hui, cette question, est-ce qu'on rapproche davantage ces produits des consommateurs à la base? Il y a la question de la promotion commerciale. Vous voyez, par exemple, on organise ce mois du consommation local, mais on n'a pas impliqué les associations de consommateurs pour qu'on accompagne dans la communication. Or, nous sommes les plus à même d'amener les consommateurs à s'intéresser aux produits. Nous travaillons déjà dans ça. Et nous, en tant que prescripteurs de décisions auprès des consommateurs, nous sommes à même de les amener à prendre conscience de ce que ces produits devraient être en principe les meilleurs pour eux du point de vue qualité parce qu'on peut mieux suivre la place des produits à côté. On sait ce que ça contient, ça devrait être plus naturel, moins toxique. Par rapport à la question économique, c'est-à-dire que il faut que nos devises restent chez nous, les ressources financières, lorsque nous les envoyons à l'extérieur, nous nous approprions davantage. Ça permet de créer de l'emploi. Donc, à travers la campagne de communication, le marketing social que nous, en tant qu'association de consommateurs, nous développons autour de cette question, on attire, on intéresse mieux les consommateurs qui nous font plus confiance. Parce que, n'oubliez pas, il y a la question de la crise de confiance. La Générale. En titre, je le disais, Olivier Boko et Oswald Omeki, entendus par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criaient dans l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Selon nos informations, l'homme d'affaires et bras droit du chef de l'État et son co-accusé, l'ex-ministre des Sports, sont arrivés à la criette un peu après 7 heures pour leur audition. À leur arrivée, les deux principaux accusés dans ce dossier ont été installés dans la salle d'attente du procureur spécial Mario Metonou. Le colonel Dieudonné Tovoedjile, cité dans cette affaire, est aussi présent aux côtés de Oswald Omeki et Olivier Boko. À l'extérieur des bâtiments de la juridiction, un important dispositif sécuritaire a été installé, précisent nos sources. Les conclusions de cette audience vous seront servies dans nos prochaines éditions. Et je l'annonçais également dans les titres, Wilfried Léandre Rungwedi apporte des explications sur les conditions d'obtention des logements sociaux à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était à la faveur de sa traditionnelle séance hebdomadaire d'échange avec les médias du Bénin tenue ce vendredi 27 septembre à Cotonou. Selon le porte-parole du gouvernement, ces infrastructures réalisées témoignent de l'ambition de l'exécutif de construire des cités modernes au Bénin. Pour l'heure, environ 200 000 Béninois, dont 30 000 de la diaspora, se sont déjà inscrits pour acquérir ces logements. Au moment opportun, les personnes intéressées par ces logements sociaux seront informées
des modalités d'acquisition, a rassuré Wilfried Léandre Ngbedi, qu'on écoute. Les Béninois sont très heureux de voir que à l'intérieur de la commune de Calavi, en particulier à Wedo, le lieu dit, nous avons commencé à bâtir une véritable cité moderne, avec rien qu'à Wedo, environ 11 000 logements, dont une partie substantielle va être mise en vente effectivement à partir de ce dernier trimestre de l'année 2024. Et je suis persuadé que quand vous savez le nombre de demandes qu'il y a, lorsque nous avons fait une phase de test en mettant sur un site la possibilité de se préinscrire, je peux vous dire que nous avons eu environ 200 000 inscrits, environ, dont au moins 30 000 Béninois de la diaspora. C'est vous dire l'intérêt. Et donc c'est ça qui passe au premier rang. Après, sur les conditions spécifiques de cession, les coûts, la CIMO avec ses partenaires, en temps indiqué, ne manquera pas d'informer l'opinion, d'informer les potentiels acquéreurs. Le porte-parole du gouvernement a aussi évoqué des détails sur les avancées et les perspectives de ce programme important du gouvernement. Selon Wilfried Léandre Ngbedi, les bâtiments construits à Wedo sont de bonne qualité car suivis par une expertise dans le domaine. Il affirme par ailleurs que même les personnes sans revenus immédiats peuvent souscrire et obtenir ces logements puis ensuite payer ultérieurement. Wilfried Léandre Ngbedi. Le plus important du point de vue du gouvernement, c'est le sérieux qui a été mis au travail afin que les bâtiments, les logements achevés soient de bonne facture, soient livrés aux consommateurs en étant vraiment à un niveau de standard élevé afin que ceux qui entrent bénéficient de leur investissement et que cela encourage, pourquoi pas demain, des acteurs privés à emboîter le pas au gouvernement en faisant des projets de promotion immobilière, mais de la même qualité que ce que le gouvernement aura mis en place. Donc, avec un peu de patience, la CIMO vous reviendra sans aucun doute avec les modalités pratiques de cession, ce qui peut être pris au comptant, ce qui peut être pris en location à cession, sur quelle durée. Je sais que on est parti parfois pour 15-20 ans de location, sachant que celui qui prend cette formule, quand il paye une mensualité, cela vient en déduction du prix de vente de la maison et qu'il a la possibilité en cours de route d'acheter et donc de mettre fin à la location à cession pour devenir propriétaire avant un certain terme, parce qu'on peut arriver à meilleure fortune au cours de sa vie. Donc toutes ces hypothèses sont prévues et la CIMO, comme je dis, vous reviendra pour de plus amples détails. En plus bref, avant de poursuivre cette édition, François Aoudo n'est plus le secrétaire adjoint de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le désormais SGA de l'institution a cédé son fauteuil à Inès Kobo. C'est la directrice du cabinet du président de la RAC qui a présidé la cérémonie de passation de charge entre les deux secrétaires généraux adjoints sortants et entrants. La passation de charge a été faite ce lundi 30 septembre. Le secrétaire général sortant de la HAC, François Aoudo, a exprimé pleinement sa confiance dans les capacités professionnelles de son successeur Inès Kobo pour assurer sa mission. Et pendant ce temps, devoir de mémoire, 1er octobre 2014, 1er octobre 2024, 10 ans déjà que nous a quitté le journaliste sportif François Messon. Feu François Messon fut journaliste sportif et chroniqueur sur la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. C'est un jeune journaliste talentueux. Il était une valeur concentrée de la compétence. Il était brillant dans le domaine sportif, politique, mais également social. Très vite, il était devenu l'un des journalistes les plus remarquables sur cette chaîne de télévision. En ce jour qui marque le 10e anniversaire de son rappel à Dieu, toute l'équipe de Fraternité FM exprime une pieuse pensée pour sa mémoire. On va faire place aux nouvelles sportives. Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalo. On parle sport préparatif des éliminatoires de la CAN U20. 34 guépards
convoqués pour un stage qui démarre demain. Oui, le Bénin prépare activement le tournoi qualificatif de la CAN de moins de 20 ans, la CAN U20, dans la zone UFOA-B. La 22e stage de présélection débute dès demain mercredi avec une liste élargie de 34 joueurs, 5 gardiens de but, 12 défenseurs, 7 milieux de terrain et 10 attaques. Ces joueurs sont attendus dès demain 10h à l'hôtel Mavila de Cotonou, précise le communiqué signé du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Kwaki. Dans cette liste, on retrouve des noms tels que Rahman Karim, goalkeeper de Dadi FC, qui évolue également avec l'équipe A, Zibé Guerra, défenseur de Banigansé, ou encore Gildas Onkarin, qui évolue au milieu de terrain à Loto Popo. On parle maintenant de la soirée Ligue des champions en Europe. Avec 2 matchs qui sont actuellement en cours, on vous livre les résultats. Oui. Brest mène sur la pelouse de Salzbourg alors qu'on joue pratiquement la 70e minute de jeu. 2-0 pour le club français. Pendant ce temps, à la même heure, Stuttgart et Sparta Prague se neutralisent pour l'instant 1-1 partout. Duel ce soir entre Arsenal et le Paris Saint-Germain à partir de 20h. L'autre choc au menu, c'est Bayer Leverkusen et Milan AC à 20h également. Les autres affiches, le FC Barcelone va tenter de se relancer après sa défaite inaugurale sur la pelouse, ou du moins face à Young Boys sur sa propre pelouse. L'Inter Milan accueille l'étoile rouge de Belgrade. À suivre également le déplacement de Celtic sur le terrain du BVB, le Borussia Dortmund, pendant que le PSV Eindhoven offre son hospitalité au Sporting Portugal. Les résultats, bien évidemment, à découvrir sur notre site internet www.fraternitefm.bj et dans le grand direct de l'information demain. Le rendez-vous est pris. Merci Jacques Degbé. Après vous, les nouvelles hors de nos frontières. Sur le continent, on démarre par le Nigeria. Cybèle Lesotho-Migan, bonsoir. Bonsoir à tous. Le président promet des mesures de sortie de crise. Cible de vives critiques, le président Bola Tinubu promet des changements profonds à la population nigérienne. Il s'est engagé à agir pour un changement durable dans le pays. Dans son discours à la nation, il a insisté sur la place réservée aux jeunes, un pays où la jeunesse représente 70% de la population. Le chef de l'État dit vouloir répondre à leurs besoins. Il y a quelques jours, des Nigériens ont descendu dans les rues pour protester contre les difficultés économiques. Pendant ce temps, en RDC, 25 000 femmes sont victimes de violences sexuelles en 2023. L'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme en RDC et alerte sur les cas de violences sexuelles qui ne cessent d'augmenter, notamment dans l'est du pays. Plus de 25 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, soit plus de 2 victimes par heure au cours des 3 années précédentes. Les équipes de Médecins sans frontières ont en moyenne prise en charge 10 000 victimes par an dans le pays. L'année 2023 marque donc une hausse importante des cas. Cybèle, merci pour toutes ces informations. On va poursuivre et cette fois, c'est la revue de presse nationale qui s'installe. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Après plusieurs congédiements ébroués, que reste-t-il encore de la galaxie Talon? C'est la grosse interrogation à la une de Matin Libre ce matin qui précise que nombreux au départ peu à l'arrivée, c'est ce qu'il convient finalement de retenir de ce qu'il reste de la galaxie du président Patrice Talon. En effet, poursuit le journal, peu soutenu par les acteurs politiques à l'annonce de ses ambitions présidentielles en 2016, celui qui a devenu le président de la République du Bénin à l'issue de cette présidentielle a par contre su compter sur un groupe d'hommes et de femmes très proches avec qui il a tout fait pour finir. Et dans l'exercice de ses fonctions, l'ancien Maya du coton a pu mettre en lumière certains de ce cercle très fermé en leur confiant officiellement au nom des postes de responsabilité clés de Romuald Wadaïnia Olivier Boko en passant par Johannes Dayon, Estache Kotigan Achille Ossou, Pamphile Zoumao Mathieu Adjové Charles Toko ou encore Boniface Vignon. Ils ont été appelés d'un moment à un autre à épauler leur ami dans la gestion du pays.
pays. Seulement au fil de cette cohabitation directe et étroite, tout ne se passe plus comme avant et au fur et à mesure que les jours de Patrice Talon à la tête du Bénin s'égrènent, cette galaxie s'estompe, fait remarquer la publication. Le chef de l'État se défait à tort ou à raison de ses disciples. Ainsi de ce tout beau monde, il ne reste plus grand nombre et après le départ ou isolement de Johannes Dayon, Pamphile Zomaou et d'Olivier Boko désormais, il est clair que ça s'étire autour de Patrice Talon, fait remarquer la publication. Même si le fait de quitter leur poste ne débouche forcément pas sur la rupture totale des relations entre Patrice Talon et ses grands amis, le journal fait remarquer tout de même que cela traduit déjà une certaine méfiance installée. Et à cette allure, ça va de mal en pis, il faut se demander si dans les jours à venir, d'autres têtes ne quitteront pas la barque. Déjà que l'homme se veut très méfiant avec cette nouvelle affaire de tentative de coup d'État dans laquelle son légendaire ami Olivier Boko est grillé, les relations entre l'actuel locataire de la Marina et ses compagnons de longue date seront à coup sûr teintées davantage de crise et de confiance, fait observer le journal qui conclut et pense que comme quoi, le pouvoir réussit quand même à les diviser. Et justement parlant de division entre Patrice Talon et ses proches, l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ancien ministre des Sports Oswald Khomeki sont présentés ce mardi 1er octobre 2024 devant le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ils sont les principaux accusés dans une affaire de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon, une affaire qui secoue le Bénin depuis fin novembre 2024. Et justement parlant de cette affaire, le matinal pense que selon les prescriptions du Code de procédure pénale, la garde à vue en matière criminelle ne saurait excéder 8 jours. Et au terme de ce délai, les prévenus devront être présentés au procureur de la République comme c'est le cas aujourd'hui et il peut conclure à l'absence d'infraction et ordonner la mise en liberté des mises en cause, comme ce dernier peut également les poursuivre sans mandat de dépôt. Dans ce cas, les prévenus disposent de leur liberté d'aller et de venir, mais assorti de certaines restrictions, le juge peut enfin décider d'ouvrir une information judiciaire pour approfondir l'enquête, fait remarquer le journal. Et dans ce dernier cas, un juge d'instruction est saisi du dossier, lui reviendra selon ses informations de ses investigations d'inculper d'autres personnes ayant des éléments pertinents à apporter à l'affaire. Et au regard de la gravité des actes en cause, cette dernière option semble la plus plausible pour clarifier les responsabilités et les faits. Et en attendant, le peuple retient son souffle, conclut le matinal. Restons toujours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, cette fois-ci avec le matinal et bien d'autres journaux qui précisent qu'après 4 années de détention, 9 personnes poursuivies dans le dossier du nommé Faleti Biaou Ayodele Prudence, surnommé Général Faleti, ont bénéficié d'un non-lieu partiel et libéré ce lundi 30 septembre 2024. Selon les éléments du dossier, ces 11 personnes avaient pris d'assaut la route nationale inter-État 2 de Savère entre décembre 2019 et janvier 2020, rappelle le journal qui précise que ces attaques qui ont eu lieu lors des violences post-électorales ont entraîné la mort de graves blessures parmi les forces de sécurité et de défense, en plus de bloquer la circulation des personnes et des biens. Ces 11 individus, dont 2 femmes, avaient été interpellés et inculpés pour des chefs d'accusation graves, dont des actes de terrorisme, la vente illégale d'armes à feu et de munitions ainsi que pour complicité d'actes de terrorisme. Ces violences étaient intervenues au lendemain de l'arrestation d'un proche allié du général Faleti et ce dernier avait alors ouvert le feu sur les forces de l'ordre venues l'interpeller, conclut les publications. Et dans les dernières secondes, la Nouvelle Tribune, Fraternité et bien d'autres journaux nous informent que le patron de la diplomatie béninoise a pris part au débat général entrant dans le cadre de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies ce samedi 28 septembre 2024 à New York aux États-Unis. Et dans un contexte où le Bénin fait face aux attaques terroristes et à une affaire relative à une tentative de coup d'État, Cheikh Bakary Adjadi assure les uns et les autres et pour lui, le Bénin est résolument en marche vers le développement et rien ne pourrait l'en empêcher. Le chef de la diplomatie béninoise, selon la Nouvelle Tribune, n'a pas manqué de s'attarder sur les différentes crises qui secouent le monde et notamment dans la région du Sahel. Il estime que les conflits qui surgissent mettent à mal la cohésion mondiale et hypothétique l'avenir de l'humanité. Il a notamment saisi cette occasion pour dénoncer la situation dans ces différents pays et pour lui, les tensions observées n'apportent que souffrance et désolation, provoquant des vagues de pauvreté qui touchent les économies les plus fragiles et aggravent la vulnérabilité des populations, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est la fin de cette édition, vous l'avez compris. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Socrate Adantolé a assuré la mise en onde. À l'édition, on retrouve Pierrette Adjéré
présentation, je suis Ulrich Abalo. Prochain rendez-vous, demain, même fréquence, même heure et surtout, même plaisir. C'était la Générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Vous l'attendez maintenant, c'est fait. C'est fait.